enfin accès à mon écran. Alors moi, je vais faire comme Stéphane. Je vais essayer pour que vous compreniez mieux à quel point l'algorithme de Google est en train de changer. On va remonter un petit peu en arrière pour que vous arriviez à comprendre d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on va par rapport aux évolutions de l'algorithme. Et on verra à la fin qu'est-ce qu'on en tire en fait comme conclusion. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la vraie révolution, la vraie disruption, c'est le fait que le machine learning envahit l'algo de Google. Donc, ça veut dire qu'on a de plus en plus de scores qui ne sont pas du tout calculés comme autrefois, qui tiennent compte de nombreux signaux à la fois pour fabriquer un score composite. Et c'est vrai notamment pour tout ce qui a trait à des notions de qualité, est-ce qu'on va faire confiance au contenu, etc. Donc, tout ça est calculé donc à grands coups de machine learning. Alors c'est vrai, notamment au niveau des filtres les plus classiques qu'on connaisse, donc c'est-à-dire tout ce qui est Panda, Penguin, qui sont maintenant dans le cœur de l'algorithme, et donc les scores de Panda, les scores de Penguin sont clairement aujourd'hui construits à partir de machine learning. Alors on a aussi les quality updates, on va y revenir en détail après, qui sont des scores derrière, cachés derrière, qui sont liés donc au machine learning. Donc du coup, il faut que les SEO deviennent un petit peu humbles. Il y a une époque où effectivement, dès qu'on connaissait un petit peu certaines recettes de cuisine, on avait des résultats. Donc aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que quand vous regardez la communauté SEO analyser les grands changements d'algorithmes qui sont annoncés par Google, les fameux core updates, eh bien, généralement, vous n'avez absolument aucune explication sur quel est le score en réalité, qui fait que certains sites sont déclassés, que d'autres sites remontent dans les classements. Vous n'avez jamais l'explication. Le plus fort, ça a été pour Medic en particulier, où là, vous avez eu affaire à toutes les interprétations possibles. Mais en réalité, il y avait des tas de sites qui n'étaient pas des sites médicaux qui ont été impactés par cette mise à jour. Et sans que les gens arrivent à trouver un pattern, un schéma qui soit explicatif de ces changements. Donc, alors c'est vrai pour la Core Update qui a eu lieu en mai 2020, c'est vrai pour la Core Update qui a eu lieu en décembre 2020. On voit des groupes de sites qui sont impactés, mais vous n'avez plus comme autrefois des explications qui sont publiées, qui disent, bon, bah, on a vu que clairement, Google avait renforcé le poids de tel ou tel score, etc. C'est plus le cas. C'est plus le cas du tout. Alors en fait, on a d'autres aspects de l'algorithme dans lesquels l'IA s'immisce, et donc notamment c'est lié à l'apparition de calculs qui sont faits à partir d'algorithmes comme BERT. On va y revenir à la fin. Le plus important en termes d'évolution, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans l'algorithme de classement, il y a beaucoup de critères calculés par du machine learning sur des notions de qualité qui sont pris en compte dans les classements. Et donc là, typiquement, c'est ce qui est lié à la fameuse trilogie EAT, trilogie HIT, l'expertise, l'autorité, le trust. Ces scores qui sont évalués par les quality raters, qui sont mentionnés dans le guide des quality raters. Alors, par contre, ce qui est clair, c'est que la manière dont ces personnes qui évaluent les sites fabriquent des scores n'est pas du tout la même que celle qui est utilisée de manière automatique après pour fabriquer les mises à jour de Google. C'est quelque chose qui tient compte d'autres scores dont l'objectif est d'imiter les décisions qui sont prises par les quality raters. Donc, c'est pour ça qu'on vous posait la question aux gens de Google, est-ce que je peux me baser sur le guide des quality raters pour comprendre comment ma page est scorée? Les gens les plus prudents chez Google répondent ah ben non, parce que c'est pas, les scores qu'on utilise ne sont pas exactement ceux-là. Par contre, si vous avez un site qui match avec les critères qui sont exploités dans le guide des quality raters et par les personnes qui font ces évaluations, eh bien, normalement, vous avez aussi des chances d'être considéré comme un site qui remplit les attentes de Google en matière d'expertise, d'autorité et de trust. Donc, du coup, ça devient de plus en plus difficile de savoir, lorsqu'on fait des modifications,
avec ce genre d'algorithme si donc l'impact de ce que vous faites en SEO est réel ou pas. Donc, il faut vraiment faire attention. Beaucoup de choses peuvent améliorer le trafic SEO sans que le travail du SEO il soit pour grand-chose. Et donc, essayer de vérifier si les changements que vous voulez introduire sont effectivement de nature à être efficaces, c'est absolument essentiel aujourd'hui. Donc là, typiquement, quand on fait du speed testing SEO, donc on va s'apercevoir que, en réalité, des choses très simples comme des changements classiques de règles pour faire des titles, en respectant les approches que l'on recommandait il y a 10 ans, eh bien, ça donne des résultats différents d'un site à l'autre. Et ça, c'est quand même très, très surprenant. Donc, il y a des cas dans lesquels je change la règle des titles, je vais donc reculer dans les classements, et dans d'autres cas, je vais avoir une réelle amélioration. Ça n'est plus comme avant. On a pas mal de situations dans lesquelles les recettes de cuisine qu'on préconise habituellement en SEO ne sont plus certaines d'avoir un impact aussi fort. Alors ça, c'est dû donc au fait que dans l'algorithme, vous avez de plus en plus de scores qui interagissent entre eux et qui sont de nature à fournir des résultats différents suivant des contextes. Donc du coup, effectivement, savoir quel est l'impact, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, et du coup, les gens font des erreurs. Voilà. Je fais un changement et donc d'un seul coup, bloom, je tombe donc à la moitié du trafic SEO que j'avais avant. Je fais des rectifications pour revenir en arrière. Et ensuite, je peux très très bien ne pas savoir exactement ce qu'il faut faire et donc en fait faire encore empirer la situation. Ça, c'est des cas réels qu'on voit de plus en plus dans lesquels en fait des choses qui apparaissent comme évidentes, comme cause d'une chute de trafic SEO, sont mal identifiées, mal analysées et peuvent conduire, si elles sont appliquées, à des remèdes qui sont pires que le mal initial. Alors d'où ça vient? Eh bien, ça vient du fait que donc, tous ces outils à base de machine learning essayent de simuler les décisions de vrais humains. On est sur du machine learning semi-supervisé. Donc, alors comment ça se passe? Vous demandez clairement à des gens de désigner donc, dans des groupes de pages quelles sont celles qui remplissent par exemple les critères de qualité et quelles sont celles qui ne remplissent pas les critères de qualité. Donc là, on va dire que les plus bleus, c'est les pages de qualité, et les étoiles rouges, c'est des pages qui posent problème. Et là, on voit qu'en réalité, les décisions qui sont prises par les humains aboutissent à des cas dans lesquels, finalement, la séparation entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon est très, très complexe. Et donc, lorsque je vais être obligé de créer une fonction qui va simuler tout ça, je peux avoir des faux positifs. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit régulièrement aujourd'hui avec les algorithmes de Google. C'est des core updates qui dézinguent des sites, qui les font tomber dans les classements de manière violente, alors que normalement, ils n'auraient pas dû être impactés parce que c'est malgré tout des sites de qualité. Ensuite, Google s'amuse à ajuster progressivement tous ces scores-là, et on les voit souvent remonter, alors que ceux qui étaient vraiment correctement analysés, eux, ne remontent pas dans les classements. Donc voilà, ça c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent et qui est dû à l'utilisation donc excessive du machine learning dans certains scores, et notamment les scores de qualité ou les scores de type Penguin, Panda, etc. Alors ça c'est quand même donc une évolution forte. Parce qu'il faut se souvenir d'où on vient. Donc là, au départ, on avait un moteur dont l'objectif, en 98, c'était d'essayer de trouver une manière de classer les pages en fonction de la pertinence. Et la pertinence, c'est quelque chose de pas du tout évident donc à traiter, à scorer. Donc déjà, c'est subjectif et c'est même relatif. Alors, en quoi c'est subjectif? Tout simplement, quand vous tapez Jaguar, vous, utilisateur, si vous êtes un ami des animaux, si c'est des résultats de zoologie qui remontent sur le jaguar, l'animal, vous êtes content, vous trouvez ça pertinent. Si c'est donc des pages sur la voiture Jaguar, vous estimez que Google n'est pas capable de vous renvoyer des résultats pertinents. Donc ça, c'est subjectif, ça dépend de qui tape la requête. Et ensuite, c'est relatif parce que ça dépend du contexte dans lequel vous le tapez. Dans la même journée, vous pouvez avoir envie
de trouver un endroit où faire de la danse de salon et danser la Java avec votre épouse. Vous avez peut-être envie de prévoir un petit peu plus tard dans la journée vos vacances en Indonésie et où vous êtes développeur et vous avez envie d'avoir une information sur le langage informatique Java. Donc là, tout ça fait que c'est hyper compliqué de trouver des scores efficaces pour faire ça. Alors, comment est-ce que les moteurs font des algorithmes de classement? Bon, la première approche, c'est d'essayer de trouver les pages qui contiennent des occurrences dans le contenu des termes qui sont tapés dans la requête. Bon. Alors, on peut améliorer les choses avec de la recherche booléenne, donc quand on a plusieurs mots-clés. Ensuite, on peut évidemment utiliser des systèmes de poids pour améliorer le système et dire, en fait, si je trouve mon mot-clé dans une balise comme la balise title, dans un H1, dans un texte qui est mis en avant parce qu'il est en gras, en gros, etc., on a la possibilité de faire un score qui est un petit peu plus malin. Mais en réalité, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, on a des millions, des milliards de pages sur le web, et lorsqu'on regarde qui a des scores élevés sur ces requêtes-là, en fait, vous allez avoir des milliers de pages qui ont exactement les mêmes scores. Donc, ça ne vous permet pas de faire une page de résultats avec un ordre pertinent. Donc, il faut aller plus loin, et donc, ça fait très longtemps, depuis AltaVista, depuis les années 90, que les moteurs utilisent un score de similarité entre la requête et la page pour arriver à trouver quelles sont les pages intéressantes. Donc là, en fait, ce n'est pas du tout la densité de mots-clés qui est utilisée dans ces contextes-là. C'est un score de poids qui s'appelle TF-IDF. Je vous le cite pour votre culture générale. Vous trouverez de toute façon toutes les informations dans la presse. Et à quoi ça sert? En fait, donc là, c'est un score qui tient compte à la fois de la fréquence d'apparition d'un terme dans un document. Plus le mot-clé est cité, plus il aura de poids, mais aussi on tient compte évidemment de la fréquence d'apparition du terme dans la langue, ce qui est une grosse différence par rapport à la densité. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, il s'avère qu'il y a des mathématiques sur les vecteurs qui permettent de faire un calcul de similarité cosinus et qui permet de trouver en fait quelle est la distance, à quel point un document est éloigné d'un autre document. Et lorsque l'un de ces documents, c'est une requête et que l'autre document, c'est une des pages à classer comme réponse, eh bien, là, cette fois-ci, ça va donner toute une série de scores qui sont utiles pour faire un classement hyper fin, hyper précis. Mais l'exercice a ses limites. Donc, en réalité, là, on est sur des scores qui sont insuffisants pour arriver, encore une fois, à mettre dans un ordre pertinent toutes les pages. Et donc, il s'avère qu'au bout d'un moment, on arrive à une situation, quand on a beaucoup de pages sur des requêtes concurrentielles, où finalement les 1000 premiers documents ont pratiquement le même score sur ce critère de similarité, sur ce calcul de similarité. Et donc là-dessus, Google a rajouté un critère très structurant, qui est le PageRank, qui mesure la popularité. Bon, donc là, ça a été un gros progrès, qui est apparu avec la création du moteur Google. Et ce critère a vraiment permis, pour la première fois, d'avoir en tête des résultats, des pages qui étaient jugées, dans un premier temps pertinentes, mais susceptibles en plus d'être prises par les utilisateurs comme étant les pages les plus intéressantes à lire parce que c'était celles qui avaient la plus grosse notoriété, la plus grosse popularité sur le net. Alors évidemment, Google a rajouté plein de critères supplémentaires. Alors là, le nombre de signaux utilisés, Google appelle ces critères des signaux. C'est très variable suivant qui vous interrogez. Donc ils vous disent parfois 200, parfois 400, parfois 800. Enfin voilà, bon, tout dépend en fait comment c'est calculé. Ce qui est clair, c'est que l'algorithme de Google, c'est en fait une fonction d'évaluation dans lequel vous avez des scores et des coefficients. Et quand Google fait des mises à jour, quand ils disent qu'ils font 2 à 3 mises à jour par jour, en fait, souvent, ils ne changent pas véritablement la formule, ils changent juste la valeur des coefficients pour changer le poids entre les différents coefficients, pour s'adapter, pour avoir toujours des résultats de qualité. Mais bon, avec ça, on a l'algorithme de classement
qui correspond à ce que Google faisait dans les années 98-99. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Google s'est dit, il faut quand même qu'on améliore un petit peu la qualité de ce moteur qui, finalement, est quand même quelque chose qui n'est pas très, très sophistiqué, puisqu'il faut, lorsqu'on veut chercher une information, convertir sa requête en une série de mots-clés, ce qui n'est pas du tout naturel. On a tous appris à le faire, ça nous semble complètement évident, mais en fait, c'est absolument pas logique de traduire une question sous forme de mots-clés. Et ensuite, ce que faisait le moteur simplement, c'était présenter 10 résultats dont le contenu était censé être similaire avec le contenu lexical de la requête. Bon, donc ça obligeait l'utilisateur à aller chercher dans la page si effectivement l'information qu'on cherchait était bien dans ces pages-là. Donc il faut imaginer que parfois on était obligé de lire la première page et tous ces résultats, la deuxième page de résultats et toutes les pages web donc présentées dans cette page-là, pour avoir l'information que l'on cherchait. Mais avec le temps, de nouveaux usages de recherche sont apparus, donc il y a eu évidemment des changements de l'interface causés par l'évolution vers le web sur smartphone, la recherche vocale, et maintenant on a aussi donc les assistants qui changent complètement la manière dont les gens tapent des requêtes. Du coup, les pages avec 10 liens bleus sont en voie d'extinction. On a de plus en plus des pages qui contiennent énormément de blocs d'informations qui ne sont pas exactement les résultats présentés sous forme de résultats organiques. Et le plus spectaculaire, évidemment, c'est quand vous posez une question, alors directement en langage naturel avec votre clavier, ou plus fréquemment en exprimant une requête sous forme de recherche vocale, eh bien, avant le premier résultat, en position 0, vous avez des réponses qui sont fournies soit par Google, soit qui sont extraites de contenu de vos pages. Et là, c'est ce qu'on appelle les featured snippets. Dans les grosses améliorations de l'algorithme, on a aussi connu évidemment tout ce qui est lié à la reconnaissance de l'intention. Donc en fait, lorsque vous tapez une requête, Google va chercher à savoir quel est le type de contenu que vous voulez avoir dans la page de résultats. Et ça veut dire que par exemple, si vous faites une requête sur des caractéristiques d'un produit, eh bien c'est plus intelligent de faire remonter des pages qui font des comparatifs produits, ça peut être des vidéos de démontage produit, ça peut être des vidéos qui donnent des informations sur les produits alternatifs, mais pas forcément quelque chose qui vend des produits. Si par contre vous rajoutez des informations comme buy cheap ou des choses liées à la livraison, ça signifie que votre intention c'est d'acheter, donc dans ce cas-là il faut évidemment que la page de résultat contienne des requêtes marchandes. Donc là c'est depuis les années 2005-2006 que Google a commencé à détecter l'intention de recherche et ils sont devenus très très forts là-dessus. Alors, on a eu aussi dans les évolutions l'apparition des moteurs verticaux dans les pages de résultats. Donc là, c'est ce qu'on appelle la recherche universelle. Donc une page de résultats, ça ne contient en général pas du tout 10 liens bleus, mais des liens bleus avec parfois des positions 0 et souvent des blocs qui viennent de Google Maps, de Google Images, de Google Livres, de Google Shopping, etc. Donc ça, c'est la réalité. La page de Google est devenue maintenant un moteur composite dans lequel les résultats qui sont fournis sont en fait choisis en fonction de différents algorithmes qui correspondent en réalité à ceux de chaque moteur vertical, donc Google Images, Google Maps, etc., ou Google News. Et en plus, il y a donc un mécanisme précis qui permet à Google d'afficher les résultats émanant de ces moteurs verticaux au bon endroit dans la page de résultats. Donc, il classe en fait la position où doit apparaître les informations venant de Google Images. Alors, dans les évolutions également, on a eu une forte progression de la géolocalisation des résultats. Donc, ça devient maintenant une source de changement sur les pages de résultats qui est quand même très, très sensible. Cherchez ce qui se passe quand vous tapez une requête depuis différents endroits en France et dans le monde, et vous allez avoir des résultats totalement différents. Alors, Google s'est lancé aussi dans un travail sur la personnalisation des résultats avec la prise en compte d'une personnalisation faible lorsque Google n'est en mesure que de détecter
un cookie qu'il connaît sur un navigateur. Donc là, il ne sait pas qu'il y a des personnes dessus, donc il ne peut pas aller très loin dans la personnalisation. Si par contre vous êtes connecté à votre compte Google, eh bien, dans ce cas-là, ça vous permettra d'avoir une personnalisation plus poussée. Alors, contrairement à ce qu'on raconte souvent, on est très très loin en matière de personnalisation de ce que l'on voit sur les outils sociaux. Donc, les gens qui parlent de bulles de filtre, etc., sur la personnalisation des résultats, on est sur quelque chose de très très limité. On est sur 1 ou 2 résultats, souvent, sur les pages de résultats, pas plus. Mais voilà, on a dit tout à l'heure à quel point le moteur de recherche tel qu'il apparaissait en 98 était un petit peu idiot. Donc, il vous laissait faire tout le boulot pratiquement. Au bout d'un moment, Google s'est dit non, non, il faut vraiment qu'on progresse et qu'on soit capable de donner directement la réponse aux questions posées par l'internaute. Donc, il va falloir comprendre la question, il va falloir être capable de trouver la réponse. Donc, la première chose que Google a su faire, c'est déjà d'analyser les textes pour reconnaître à l'intérieur les entités nommées. Alors, les entités nommées, c'est quoi? Eh bien, ce sont ces termes qui apparaissent ici. Lorsqu'on analyse une phrase comme celle-là avec un outil d'analyse syntaxique, lorsqu'on essaye de regarder si Apple est une entreprise connue, eh bien, on va être capable de dire que comme Apple ici est le sujet de la phrase, ça n'est pas une pomme, mais que c'est probablement Apple, l'organisation. Et comme j'ai des bases de données, je sais exactement que Apple, ce n'est pas n'importe quelle société. Donc, c'est effectivement la société qui est basée à Cupertino. Et là, lorsque j'identifie qu'ici, le CEO, c'est Tim Cook est un nom de personne, eh bien, je sais que c'est le CEO, effectivement, d'Apple. Donc, cette reconnaissance des entités nommées, qui était quelque chose de relativement complexe au début des années 2000, maintenant est faite avec des taux de reconnaissance extrêmement élevés, et donc qui permettent à Google de comprendre très bien ce qui se passe lorsque vous tapez une requête. Donc là, par exemple, si vous tapez la requête Ice Cube, eh bien, vous pourriez vous attendre à ce que, Ice Cube en anglais, c'est un glaçon, à ce que des résultats sur la glace, les glaçons apparaissent. Ben, pas du tout. Lorsque vous tapez Ice Cube, Google reconnaît que c'est une entité nommée qui correspond à quoi? À une entité qui est une personne dont le nom est Ice Cube, c'est son surnom de rappeur. Hein. Et donc, comme Google sait que quand on tape Ice Cube, l'intention de recherche, c'est d'avoir des résultats sur le rappeur et pas sur les glaçons, eh bien, sachez que les 2 premières pages de résultats sont des informations sur le rappeur Ice Cube et pas du tout sur les glaçons. Donc là, c'est la réalité du fonctionnement de Google aujourd'hui, et évidemment, ça change un petit peu tout. Mais voilà, mais Google a voulu aussi aller plus loin et devenir un moteur de réponse. Et donc, par exemple, pour les geeks, quand on parle de la question « What's the answer for life, the universe and everything », Xavier Niel et vous savez que la réponse, c'est 42. Donc, ça vient du guide du retard galactique. Eh bien, Google s'amuse à vous donner directement la réponse quand vous tapez cette question, parce que ça fait partie, évidemment, des réponses qui ne souffrent aucune ambiguïté. Lorsque vous posez cette question-là, le chiffre qu'on veut obtenir en réponse, c'est 42. Ce n'est pas une page de 10 liens bleus. Ça n'a pas de sens. Alors, pour être capable de faire ça, dans beaucoup de cas, il faut avoir des bases de données, de faits, extrêmement importantes. Donc là, Google l'a fait en ajoutant le Knowledge Graph. Le Knowledge Graph, c'est une immense base de données qui donne effectivement des informations sur des personnes, des sociétés, etc. Et on appelle ça le Knowledge Graph parce que, en plus des attributs comme l'âge, le nom de la personne, sa profession, sa date de naissance, etc., eh bien, on stocke dans la base de données aussi des relations avec d'autres entités. Là, en l'occurrence, si vous tapez donc Vincent van Gogh, vous allez avoir comme suggestion d'autres peintres. Donc, si vous faites la même chose avec Marie Curie, eh bien, vous aurez aussi dans les suggestions d'autres inventeurs de la même époque. Et donc, ça veut dire que Google dispose dans le Knowledge Graph d'une base de données qui est effectivement pertinente pour apporter ce type d'informations. Alors, en réalité, la base de données est assez violente. Hein, donc, le dernier chiffre qui a été communiqué, c'est 3,5 milliards de faits, d'attributs, donc, sur 500 millions d'entités. On doit être à peu près au milliard d'entités en réalité aujourd'hui, mais le nombre de requêtes posées par les internautes est tellement énorme que, en fait, dans beaucoup de cas, Google est incapable
donc de faire apparaître donc la réponse à chacune des questions des internautes. C'est pour ça que parfois, eh bien, ils vous volent la réponse pour les faire apparaître dans un feature snippet. Donc voilà, alors du coup, quand c'est Google qui donne la réponse, est-ce que ça vaut le coup de se référencer là-dessus? Eh bien, bah non. Bah non. Par exemple, si vous voulez vous positionner sur la requête Paris, bah dommage, puisque en fait, bah, vous avez un bloc de knowledge graph ici, vous avez des réponses qui sont choisies par Google donc en fonction de ces critères à lui. Et donc, ça devient difficile de capturer des clics sur des requêtes aussi génériques sur lesquelles Google fournit des réponses. Et c'est quand même une situation qui est assez fréquente aujourd'hui. Donc déjà, c'est-à-dire que dans les stratégies de référencement, c'est impératif de se poser la question de savoir, par rapport à ce genre de requête, quelle est la réponse qui est appelée? Est-ce que par hasard, ce n'est pas Google qui va fournir la réponse? Si la réponse est oui, il vaut mieux aller chercher des requêtes plus précises, différentes, sur lesquelles Google ne sera pas en mesure de piocher dans ses bases de données pour fournir donc les réponses. Alors, donc, on a depuis quelques années une évolution qui est encore plus forte. Alors, il n'y a que Google qui fait ça. Bing ne s'est pas lancé dans cette logique. C'est la recherche prédictive. Alors ça existe dans deux endroits. Ça existe dans Google Discover. Donc, lorsque vous arrivez sur votre smartphone, sur la page d'accueil de votre application Google, vous avez des articles et des contenus qui sont poussés. Donc, pour vous, personnellement. Donc là, il y a un algorithme qui, en fait, prédit que ces pages sont censées vous intéresser. Donc là, ça veut dire que vous avez des réponses avant même d'avoir posé la question. Et c'est vrai aussi avec les fonctionnalités de type Google Now, qui font que quand Google a accès donc à certaines informations sur votre activité, etc., et Google va vous pousser l'information nécessaire. Par exemple, si Google a vu dans Gmail que vous aviez reçu un boarding pass pour prendre l'avion, eh bien, vous allez recevoir donc sur votre smartphone des infos sur le trajet pour aller jusqu'à l'aéroport, sur l'information sur d'éventuels délais, etc. Donc ça, c'est la recherche prédictive et qui est évidemment quelque chose d'important. Alors, pour arriver à être capable de faire un moteur qui est capable de répondre à des questions, eh bien, il faut arriver à indexer non pas simplement des mots-clés, mais aussi des concepts. C'est-à-dire que lorsqu'on tape certaines requêtes, eh bien, la réponse, ça va être non pas un mot-clé, mais quelque chose qui est associé à ça. Par exemple, si je tape comme requête « Quelle est la meilleure pizza de Levallois-Perret ?» eh bien, ce concept appelé, ça n'est pas lié au mot pizza, c'est lié à un concept de restaurant qui fabrique des pizzas, et ça s'appelle une pizzeria. Donc là, c'est assez intéressant de voir que un moteur comme Google a besoin de comprendre en fait quel est le concept appelé donc par une question. Et dans la bascule sur la recherche vocale, Google a eu besoin de changer son architecture, notamment avec Hummingbird, pour arriver à le faire. Alors, mais surtout, la révolution qui explique vraiment les dernières évolutions fortes de l'algorithme, c'est des évolutions dans la compréhension automatique des textes. Donc, on a vu comment Google utilisait déjà des choses assez sophistiquées pour fabriquer des scores de similarité entre la requête et donc une page. Le problème, c'est que ça ne tenait absolument pas compte du sens des termes. Il y avait juste la volonté de trouver des pages qui contenaient donc le mot-clé, jusqu'à l'absurde, hein. Donc, moi, je présentais dans les années 2007-2008 en conférence des cas où, quand on tapait la requête, on avait une requête sous forme de question, on avait dans la page de résultat que des pages qui contenaient la question et pas des pages qui contenaient la réponse. Donc ça, c'est quand même assez fort. Il n'y avait pas d'analyse du sens des termes dans les textes. Maintenant, ça commence à pouvoir se faire. Donc, on a vu apparaître en 2005-2006 la notion de word embedding, ce qui a commencé à être intégré dans Google en 2015 avec un outil qui est RankBrain. Donc RankBrain, c'est simplement un tout petit changement dans l'algorithme qui permettait à Google, quand vous tapiez un mot-clé qu'il ne connaissait pas, d'arriver à deviner, parce que c'est une information qui est dans les bases de mots-clés fabriquées par Word2Vec,
qui arrive à deviner que, en fait, il y avait un mot-clé qui était déjà connu de Google, qui était proche sémantiquement de ce que vous aviez tapé. Et donc, ça permettait notamment à Google de ne pas se planter sur l'intention de la recherche et de fournir des pages résultats les plus adaptées à des nouveaux mots-clés que personne n'avait eu l'occasion de taper. Alors, ce genre de fonctionnalité est aussi utile pour améliorer les résultats de Google Translate, par exemple. Alors ensuite, on a eu affaire à des évolutions plus sophistiquées, avec notamment le neural matching, et évidemment BERT fin 2019, avec un calcul de correspondance entre la question et la réponse. Et donc, donc là, lorsqu'on est en mode de fonctionnement type moteur de réponse, ça permet effectivement d'être beaucoup plus pertinent. Donc là, si je tape Math Practice Books for Adults, c'est clair que je ne veux pas faire remonter des résultats qui me parlent de choses qui ne sont pas pour adultes. Donc avant, ça arrivait régulièrement, ce genre d'erreur. Après, donc ça a complètement disparu. Alors, si vous voulez avoir une vraie très bonne idée de comment est-ce que tous ces changements ont été introduits chez Google et comment est-ce que les Googlers ont vraiment l'intention d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, il y a une vidéo très, très intéressante et très accessible qui dure 1 heure, que vous allez trouver sur YouTube, qui vous explique en fait tous les challenges que Google a voulu adresser et vers quoi on va en matière d'exploitation de ces nouvelles technologies d'analyse de texte. Pour votre information, encore une fois, ces nouveaux outils sont très gros utilisateurs d'intelligence artificielle. Derrière, vous avez du machine learning, vous avez des réseaux de neurones systématiquement, et c'est ça qui fournit des résultats aussi pertinents, aussi qualitatifs. Alors là, depuis quelques semaines, on a tout un florilège de nouvelles implémentations à base de résultats fournis par BERT et par d'autres types de méthodes. Donc, on a eu déjà au mois de novembre le Subtopics Ranking. Donc là, ça permet en fait à Google de dire, OK, si je tape une requête générique, je suis en mesure d'identifier quelles sont les sous-requêtes plus spécifiques qu'un internaute va être susceptible de taper par la suite et de faire ce qu'on appelle une expansion de requête, c'est-à-dire de chercher les pages qui matchent avec la requête générique, mais aussi les pages qui matchent avec des requêtes plus spécifiques. Donc là, l'expérience utilisateur est améliorée, puisque lorsque l'on tape la requête générique, on a directement accès à la phase d'après, c'est-à-dire qu'au lieu de taper 2 requêtes pour y arriver, dès la première requête, on aura des résultats qui matchent avec la requête plus spécifique que vous auriez été obligé de taper en temps normal. Voilà. Alors, il y avait des mécanismes qui existaient, qui étaient assez similaires, mais qui, fonctionnaient de manière beaucoup plus frustre. Là, on a vraiment une identification des expressions qui vont être les plus pertinentes à rechercher pour accéder à ces sous-sujets que vous voudriez interroger. Et alors, bien sûr, depuis le mois de février, on a l'introduction du passage ranking sur Google. Donc, voilà, ils avaient annoncé que ça impacterait 7% des requêtes sur toutes les langues. Bon, donc je les crois sur parole. Après, en réalité, on n'a pas vu beaucoup d'impact sur les classements. Mais donc là, ça change un petit peu la donne en matière de SEO. On va expliquer dans un instant pourquoi. Alors pour l'instant, c'est uniquement aux US. Donc l'impact est faible aujourd'hui, mais ça c'est dû au fait que là on est sur quelque chose d'assez structurant en termes de résultats. Je pense que pour l'instant, Google n'a pas trouvé exactement comment utiliser ça de manière correcte sans avoir une expérience utilisateur qui est un petit peu, dégradée. Donc là, l'étape suivante, c'est d'être capable de pointer directement vers l'élément sur la page qui correspond à la requête. Sinon, quand vous avez une très longue page avec un passage qui matche seulement,
La question, c'est quand vous allez aller sur la page, est-ce que vous allez le trouver facilement? Et pour l'instant, dans beaucoup de cas, ce n'est pas le cas. Bref, on a donc un algorithme qui a déjà beaucoup évolué avec le temps, et avec ces derniers temps, l'apparition de choses qui rendent le moteur beaucoup plus pertinent sur des requêtes tapées en langage naturel, donc notamment l'indexation des concepts, les bases de mots-clés à base de word2vec, BERT, qui est donc un algo qui est capable d'identifier les meilleures réponses possibles par rapport à une requête de l'internaute. Les subtopics ranking, alors là, c'est quoi l'impact de BERT, des subtopics ranking et du passage ranking, par exemple, pour le SEO? Eh bien, c'est tout simplement le fait que si vous êtes très très mauvais en optimisation de votre contenu, Google arrivera quand même à trouver que votre page est pertinente. Avant, il y avait plein de circonstances dans lesquelles il fallait faire extrêmement attention à qu'est-ce qu'on écrivait dans le title pour que votre contenu soit choisi comme une réponse pertinente sur des requêtes ambiguës. Aujourd'hui, Google arrive, dans certains cas, à trouver tout seul quelle est la bonne réponse, même si vous ne l'avez pas optimisé. Sur les subtopic ranking, ça veut dire que même si vous n'avez pas été fichu de deviner que les utilisateurs cherchaient des choses assez précises sur votre site et pas des choses génériques, eh bien Google arrivera malgré tout à montrer votre page en tête des résultats. Et sur le passage ranking, eh bien, si vous avez créé par exemple une immense FAQ avec 100 questions, 100 réponses sur une seule page, ce qui évidemment est une hérésie en termes d'optimisation SEO, où on aurait donc forcément eu envie de créer une page par question et la réponse dans chacune de ces pages, et après essayer de créer une page agrégée qui présente tout ça, mais au moins avoir optimisé les choses pour que Google comprenne véritablement ce qu'il faut faire. Eh bien là, on a quelque chose qui permet d'arriver à se positionner alors même qu'on n'a rien optimisé du tout. Et ça, c'est un petit peu l'évolution de plus en plus. Alors, à quel point ça a vraiment changé? C'est là où il faut savoir raison garder. On a en réalité aujourd'hui un algorithme de Google qui est composé de plusieurs couches. Il y a la couche qui existe depuis 1998 avec du calcul de similarité. On a les couches qu'on a présentées, qui ont été ajoutées par la suite avec la détection de l'intention de la recherche, la reconnaissance des entités nommées, la gestion du knowledge graph et l'amélioration de l'indexation. Donc ça, OK. On a, depuis l'apparition de la recherche vocale, une couche qui est capable véritablement de détecter des pages avec des concepts et donc d'arriver à faire un algo qui est plus pertinent dans la création d'une page de résultat à partir de requêtes formulées en langage naturel. Et la quatrième couche qui commence à apparaître depuis 2018-2019 maintenant, c'est la couche beaucoup plus intelligente, beaucoup plus pertinente à base d'intelligence artificielle. C'est la situation actuelle. Il n'y a pas des choses qui remplacent les couches précédentes. Les couches se superposent et l'ancien algorithme, il est toujours là. Et quand vous faites des requêtes à base de mots-clés, très simples, vous avez encore l'ancien algorithme qui est appelé pour donner les réponses. C'est seulement dans le cas où la façon de formuler la question, le contexte de la question, va obliger le moteur, pour être pertinent, à aller chercher quelque chose de plus sophistiqué, que les couches les plus récentes vont être déployées. Donc ça veut dire que aujourd'hui, utiliser les anciennes techniques, ça continue de fonctionner. Mais combien de temps ça va durer? On va clairement vers une nouvelle disruption là-dessus. Les progrès des algos à base de BERT, de Smith, de tous ces outils-là, sont extrêmement rapides. Aujourd'hui, ça demande encore pas mal de calculs, c'est pas très performant d'un point de vue calcul, mais je pense que d'ici 2-3 ans, on va commencer à avoir véritablement une importance de ces algos qui va être telle que les recettes de cuisine de SEO habituelles vont voir leur efficacité s'éroder de manière très sensible. Et donc là, ça veut dire qu'il va falloir faire évoluer le SEO. Donc là, les solutions, c'est d'utiliser l'arme de Google contre eux,
c'est d'utiliser le machine learning pour apprendre qu'est-ce qui marche avec la nouvelle version de l'algo en SEO. Eh bien oui. C'est de faire du speed testing pour le SEO, parce que dans le speed testing pour le SEO, devinez ce qu'il y a. Il y a du machine learning et il y a des réseaux de neurones pour arriver à comprendre, à analyser ce qui se passe. Donc, il va falloir des nouveaux outils aussi qui vont être capables de vous aider. Donc, ça va pouvoir servir Text Broker, par exemple, demain. À savoir si, quand vous rédigez un contenu, vous êtes en train de rédiger ce que Google va considérer comme la meilleure réponse donc à une question d'un internaute, et sans forcément faire appel à des notions comme la présence de mots-clés, etc. Donc ça, voilà, on a besoin de ces nouveaux outils qui n'existent pas encore. On commence chez Naper, on a un labo de recherche et donc j'ai quelqu'un qui travaille spécialement là-dessus en ce moment pour arriver à savoir comment est-ce que l'on peut justement élaborer des scores qui vont utiliser le même genre d'algorithme que Google pour arriver à sortir les pages les plus pertinentes. Bon, bref, voilà, on va vers une nouvelle distribution, mais ça va être passionnant parce que le résultat, c'est quand même un moteur qui va être beaucoup moins idiot, beaucoup plus pertinent et donc avec un monde dans lequel il faudrait être un petit peu plus malin pour réussir à capter le trafic très, très, très important qui est envoyé par Google. Écoutez, voilà, merci. Donc, c'était ma conclusion. Donc, on a beaucoup dépassé le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par mail. Je précise les prochaines dates des matins népériens. Donc, on a une date le 17 juin. Et au passage, je vous annonce que le 3 juin, dans le groupe Naper, on a la société Knowwhy, qui est à l'origine des événements SearchWhy. Et donc, le 3 juin, on va lancer un SearchWhy online sur le Technical SEO, avec des conférences en français le matin, des conférences en anglais l'après-midi, avec les meilleurs spécialistes du Technical SEO donc dans le monde, et avec la participation de gens de Google sur ces sujets. Voilà, donc là, je vous donne rendez-vous le 3 juin pour cet événement exceptionnel qui donc sera une manière d'attendre qu'on puisse faire des SearchWhy en présentiel. Voilà. En sachant qu'il y a toujours une date prévue à Genève en présentiel, première semaine d'octobre, pour ceux qui peuvent éventuellement se déplacer jusque là-bas. Donc, prochain matin népérien, donc le 17 juin derrière, n'hésitez pas pour nous suivre à vous abonner à notre newsletter. Pour ça, il suffit de rentrer votre email sur la page d'accueil du site Naper. Voilà, merci à tous et à très vite.